Si vous suivez un peu ma chaîne, vous m'avez certainement déjà entendu dire « créer, transcender » pour encourager les gens à la création. Tout simplement parce qu'il me semble qu'il n'y a que par la création, qu'en faisant, qu'en réalisant des choses, que l'on peut pleinement s'épanouir. Et je ne parle pas forcément de création artistique d'ailleurs, parce que art c'est un mot très récent, un peu galvaudé et souvent très prétentieux. Ce qui importe, c'est avant tout l'acte créateur. Et il existe des gens qui n'ont pas besoin d'être encouragés et chez qui l'instinct créateur est naturel et extrêmement puissant. C'est un instinct que rien ne peut arrêter. Et ils n'ont pas besoin d'avoir un bagage culturel important, d'avoir étudié l'art ou d'avoir des diplômes pour créer des œuvres intéressantes à l'esthétique unique. En fait, ils sont souvent qualifiés de fous parce que le rapport entre le génie créateur et la folie est parfois très étroit. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Art brut, l'instinct créateur de Laurent Danchin. Un livre illustré qui retrace l'histoire de ce courant qui n'en est pas vraiment un. Le terme d'art brut a été inventé par Jean Dubuffet et il désigne justement une forme de création spontanée, en dehors des circuits culturels, des institutions, etc. Et je ne l'ai pas lu avec n'importe qui, puisque je l'ai lu avec Marc Mandril, héritier de Teddy Boy RSA, dessinateur de talent, tunnelier logoriste professionnel, saint patron de la mysticosphère, pourfendeur du wokisme dégénéré, et aussi, et peut-être surtout, mon youtubeur préféré. Et c'est pas de la flatterie gratuite, hein. Pour moi, Mandril, c'est vraiment la meilleure chaîne YouTube du monde. On réfléchit, on apprend, on rigole, on s'émeut, et on se perd parfois aussi complètement dans ce dédale de tunnels. Et donc, je vous invite vraiment à aller jeter un œil à la chaîne de Mandril et à vous y abonner. L'histoire de l'art brut commence donc dans les hôpitaux psychiatriques. Parce qu'à la période romantique, on commence à rapprocher le génie créateur et la folie. D'ailleurs, les exemples d'artistes qui ont continué à créer une fois internés sont très nombreux. Mais ce ne sont pas eux qui vont nous intéresser ici. En fait, un peu partout en Europe, les psychiatres commencent à parler de malades qui se sont mis à créer des œuvres spontanément. Des patients qui n'avaient pourtant aucune formation artistique. Et en 1890, un certain Cesare Lombroso va commencer une collection de ses œuvres créées par les fous. C'est quelqu'un qui se passionne pour la question du rapport entre génie et folie, et de là va naître un grand débat. Est-ce que la folie endommage le génie ou au contraire, est-ce qu'elle le libère? Dans un premier temps, on va surtout s'intéresser à l'art des fous pour essayer de les comprendre eux, mais pas tellement pour s'intéresser aux œuvres en elles-mêmes. Et en France, Maxime Ducamp va, tout comme Cesare Lombroso, entreprendre une collection d'œuvres créées par des fous. Et puis, en 1900, a lieu la première exposition d'art psychotique. Et en 1907, sera publié un ouvrage décisif, L'art chez les fous, le dessin, la poésie, la prose. On commence alors à faire une distinction importante entre les artistes devenus fous et les fous devenus artistes. Et surtout, on commence à s'intéresser aux œuvres en elles-mêmes, à leur aspect purement formel. On ne les considère plus simplement que comme des outils de diagnostic. En Allemagne, par exemple, les expressionnistes commencent à se passionner pour l'art des fous. Et puis en 1921, sort le premier ouvrage entièrement consacré à un aliéné artiste, Adolf Wölfli. C'est le premier malade mental à être considéré comme un artiste à part entière. Issu d'un milieu très modeste, orphelin à 9 ans et maltraité au cours de son enfance, il sera interné en 1895 à 31 ans après avoir agressé sexuellement une petite fille. Et il n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà été condamné à 2 ans de prison pour des faits similaires. Et c'est en prison qu'il va commencer à devenir fou, à entendre des voix et avoir des hallucinations. À sa mort, il laissera pas moins de 25 000 pages de dessins et de collages. Son style, décoratif et symbolique, possède une identité très forte et il est très facilement reconnaissable. À la fin de sa vie, il deviendra même l'artiste de l'asile et vendra des petits dessins pour s'acheter du tabac et des crayons. Et une année après la sortie du livre sur Wölfli, sortira un autre ouvrage qui va totalement éclipser le premier. C'est un livre du docteur Hans Prinzhorn. Dans ce livre, le docteur cherche à comprendre les mécanismes universels de la création. Il va distinguer
différentes pulsions fondamentales, un besoin d'expression, relent de l'élan vital, une pulsion d'ordre, une tendance à reproduire, une pulsion de parure, une pulsion de jeu et un besoin de s'exprimer par des symboles. Et ces pulsions, il va les illustrer à travers un corpus d'œuvres de ce qu'on appellera les 10 maîtres schizophrènes. Le livre va avoir une influence énorme sur beaucoup d'artistes européens. Et puis, l'arrivée de Hitler au pouvoir va totalement interrompre ce phénomène de reconnaissance du génie des fous. Beaucoup de malades seront assassinés dans les hôpitaux, et notamment certains de ces maîtres schizophrènes. En 1937 sera organisée à Munich par les nazis une exposition d'art dégénéré. L'idée, c'est de ridiculiser l'art moderne et également l'art des fous. On peut ajouter à ça les autodafés, qui ont détruit énormément d'œuvres. L'histoire de l'art brut, qui ne s'appelle même pas encore l'art brut, s'interrompt donc brutalement. Il faudra attendre qu'un certain Jean Dubuffet reprenne le flambeau. Mais ça, ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Certes, le dessin de toutes ces compositions est grossier, mais ce qui constitue une originalité puissante, c'est précisément, en l'absence de tout métier, cette intuition des groupements et des attitudes, et par-dessus tout cette puissance expressive qui transperce malgré les pires imperfections. C'est que l'auteur avait une foi ardente en ce qu'il faisait. Ce n'est pas pour lui une curiosité dont il s'amuse, mais une vérité avec ses pauvres moyens de peuple mal instruit. Il n'y a là aucun métier, tant pis. Il y a mieux. Il y a une âme. Ah, Jean Dubuffet. Alors mon cher Maudin Malin, pour situer le personnage aux lumières de ce que tu as dit précédemment, je vais citer une de ses punchlines de 1949. Il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des dyspeptiques ou des malades du genou. Il dira aussi, le cas d'un véritable artiste est presque aussi rare chez les fous que chez les gens normaux. Il dira ça en 1951 à une conférence à l'université de Lille. Alors, que veut dire Dubuffet par là? Si l'émergence d'un art, qu'on va dire brut, chez certains malades, n'ayant eu aucune préoccupation artistique antérieure, donne en effet l'illusion d'avoir sa source dans la folie, ce sont plutôt pour les natures prédisposées uniquement les vertus de l'enfermement, concentration forcée due à l'isolement, et temps libre qu'il faudrait envisager comme le prouve dans un autre domaine de l'art brut, celui de l'art carcéral. Je donne un exemple, Joseph Giavarini, dit le prisonnier de Bâle, qui n'a plus jamais rien produit après sa libération. Donc il ne faut pas dire que l'art des fous, parce qu'il ne suffit pas d'être fou pour être un génie. Au contraire. Bon bref, on va essayer de remettre de l'ordre. Disons qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, on a ce fameux Prinzhorn qui, en tant que médecin, d'ailleurs un peu marginal, un peu génial, assez innovateur, pensait que les maladies mentales facilitaient et donnaient un accès à une forme d'urgence à exprimer des images originelles. En gros, il y a comme une transformation de cette énergie originelle en forme artistique. Et pour lui, une partie de la psychiatrie serait de comprendre ce processus de création. Cette transformation, cet art de création, c'est la Gestaltung. Prinzhorn était médecin. Les surréalistes, comme Breton ou Éluard, étaient des écrivains. Il nous faut l'œil d'un peintre pour recalibrer, pour créer un discours sur ses dessins, sur ses productions, indépendamment du constat médical ou poético-lyrique de nos amis surréalistes. Et c'est justement Dubuffet qui va produire un discours, car lui a l'œil du peintre, car il est peintre. On va y revenir. Il faut savoir que Dubuffet naît en 1901 au Havre, dans une famille de négociants en vin. Bon, on va se l'avouer, il n'a pas trop de problèmes. Il va avoir cependant un statut atypique, malgré son petit statut de bourgeois. Et il est attiré par une soif de collectionneur depuis son enfance. Il est très doué dans beaucoup de domaines et hésite entre la peinture et la littérature. Mais il a choisi, avec la remise à l'ordre de quelques voyages qui lui ont fait comprendre que c'était pas aussi facile que ça la vie, et il se dit bon, je vais mettre à la trappe mon potentiel de créateur et je reprends les rênes à papa, c'est-à-dire l'entreprise négociant en vin. Il veut d'abord vivre une vie normale pour échapper à l'académisme et au snobisme de l'avant-garde parisienne. Car oui, il s'intéresse à l'art, mais il supporte pas ces bobos dégénérés de Paris. Alors, c'est vers la quarantaine qu'il cède au démon de la création. Et ayant les moyens financiers de peindre en toute indépendance, bref, c'est le rêve, il dira par ailleurs qu'il est un peintre du dimanche, pour qui tous les jours sont des dimanches. Il trouve dans le dessin d'enfant une source solide d'inspiration. Il aime un art naturel,
et cherche sa voie du côté de la vie quotidienne et de l'art populaire. C'est un homme du commun qu'il aime à se présenter, et non en artiste, en amateur inspiré plutôt qu'en professionnel. Dubuffet rentre en croisade contre l'étouffoir de la culture occidentale décadente et dominante. Il veut faire repartir la peinture sur des bases totalement nouvelles. Et c'est dans une lettre du 28 août 1945 au peintre René Aubergenois que Dubuffet utilise pour la première fois le terme d'art brut, pour désigner cette forme obscure, inconsciente d'elle-même. Donc il faut se mettre dans le contexte, il est en Suisse et il visite plein d'hôpitaux psychiatriques et diverses cliniques. Et il dit à son ami « J'ai préféré l'art brut à l'art obscur, à cause que l'art des professionnels ne m'apparaît pas. Pourquoi donc écrivez-vous que l'or, à l'état brut, est plus faux que le faux? Moi je l'aime mieux en pépite qu'en boîtier de montre. » Donc il est en Suisse, il fait des références au boîtier de montre, il manque le chocolat. Non mais bon, plus sérieusement, il va vite regretter le terme d'art brut. Et je me permets de vous faire découvrir Laurent Danchin, qui dans un interview va justement citer une autre correspondance de Dubuffet, après que son concept d'art brut ait été officialisé. Alors, le vrai art, dit Dubuffet, il est toujours là où on ne l'attend pas, là où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom. L'art, il déteste d'être reconnu et salué par son nom, il se sauve aussitôt. L'art est un personnage passionnément épris d'incognito. Sitôt qu'on le décèle, il se sauve en laissant à sa place un figurant lauré qui porte sur son dos une grande pancarte où c'est marqué « art » avec un A majuscule, que tout le monde asperge aussitôt de champagne, ça c'est les vernissages, et que les conférenciers promènent de ville en ville avec un anneau dans le nez. Oui, ça c'est le montreur d'ours. Alors cette citation, bien sûr, est très connue de Dubuffet. Il a exprimé ça de différentes façons à différents moments. Il y a une version plus courte qu'on cite dans toutes les expositions. Moi, elle me plaît beaucoup parce que je dis toujours, moi, c'est pas l'art qui m'intéresse, c'est la création. Et d'ailleurs, je sais que Dubuffet, dans une interview qu'il a donnée à un critique canadien vivant en Californie, John McGregor, en 1976, si je ne me trompe pas, disait « Je regrette d'avoir employé le mot d'art brut, j'aurais dû dire la création brute ». Et au début de mon petit livre chez Gallimard sur l'art brut, j'ai tenu à mettre en exergue une petite citation de lui où il dit la vraie création d'art ne se soucie pas d'être de l'art ou non, à peu de choses près. Oui, la citation de Dubuffet dans ton génialissime bouquin, Laurent, c'est « La vraie création ne prend pas souci d'être ou de n'être pas de l'art ». Maintenant, si on doit définir l'art brut, avec tout ce qui a été dit, ben je vais te reciter cette fois toi, Laurent. Mais pas toi qui cites Dubuffet, mais toi dans ta pure authenticité. Et j'en ai eu la larme à l'œil la première fois que je t'ai entendu le dire. L'art que j'aime est au départ asocial, viscéral, instinctif, avant d'être calculé. C'est un art qui n'est pas l'illustration d'une théorie esthétique ou d'une conceptualisation préalable, mais l'expression visionnaire d'un instinct de vie, comme celui qui pousse l'arbre à donner son fruit. Voilà une des meilleures définitions dans ce domaine si foisonnant qu'est la mysticosphère. Une sphère qui se veut englobante et sans centre, ou plutôt que tous les points sont des centres, mais sans relativisme débile, car l'art brut, comme la quête spirituelle, c'est puissant, c'est éreintant, c'est pas une partie de plaisir. L'art brut est une forme d'expression plastique, spontanée, dont les auteurs, architectes, sculpteurs, peintres, dessinateurs ou fabricants de machines, d'assemblage ou de broderie sont dépourvus de formation artistique et œuvrent poussés par un instinct créateur obsessionnel. Mais l'art brut ne se limite pas à l'entreprise historique de Pinzorn à Dubuffet pour finir redigéré dans des foires d'art marchand contemporains dégueulasses. Sorte d'ingénieur ou de technicien supérieur, l'artiste dit contemporain, ouvrez les guillemets, fait un travail sur, fermez les guillemets, la mort, le sacré, la sexualité, la souffrance humaine. L'artiste véritable, lui, tire son inspiration d'être habité, traversé par l'expérience concrète, personnelle de ces réalités fondamentales. Ce n'est pas un artiste désincarné, il est dedans. C'est ça que j'ai appris avec toi, Laurent. L'artiste d'art brut, c'est tripes, il est enthousiaste. Dans le sens grec du terme, être enthousiaste, anthéos, c'est-à-dire qu'il est carrément possédé par des dieux dans l'Antiquité, on utilisait bien cette expression. Mais dans l'art brut, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui s'additionne en plus de l'être générique, de l'être humain et de sa création.
En 1978 aura lieu l'exposition Les Singuliers de l'Art, exposition dans laquelle on trouvera notamment les trouvailles d'Alain Bourbonnais, un architecte qui ne connaissait rien à l'art brut, mais qui était un grand amateur d'art populaire et qui collectionnait toutes sortes d'objets, des œuvres d'art forain, des poupées et autres sculptures étranges. En 1983, il fondera la Fabuloserie, un lieu que vous pouvez toujours visiter aujourd'hui et qui compte près de 1200 œuvres. Mais surtout, cette exposition, Les Singuliers de l'Art, va permettre de découvrir des environnements entiers grâce à la photographie. Si tout le monde a déjà entendu parler, par exemple, du palais du Facteur Cheval, classé monument historique, il est loin d'être le seul lieu transformé par un créateur obsessionnel. C'est le cas aussi de la Frénouse de Robert Tatin, en Mayenne, du manège de Petit-Pierre vers Orléans, ou du village d'art préludien de Chaumont dans la forêt de Fontainebleau, même si ce dernier ne peut pas vraiment être considéré comme un artiste brut, puisqu'il a fait les beaux-arts et même gagné des prix. Après son unique exposition en 1960, il va se retirer dans les bois pour fabriquer ses œuvres à base de matériaux de récupération. Musicien, poète et plasticien, c'est un artiste total. Il va même être le gourou d'une secte dont il restera toujours le seul membre. Parce que le lien avec la folie n'est jamais loin quand on parle d'art brut. Vers la moitié du XXe siècle, les collections d'œuvres dans les asiles se multiplient. On passe alors d'un extrême à l'autre. Si avant on jetait tout, on finit alors par tout garder, tout archiver. Et au début des années 80, en Belgique, est fondé le CREAM pour créativité et handicap mental. C'est le début de l'art-thérapie. Et là, on commence vraiment à être noyé sous les œuvres parce qu'on ne trie plus. On garde absolument tout, du moment que c'est fait par un fou. Mais un génie va quand même émerger. C'est Carlo Zinelli qui réalisera tout au long de sa vie près de 3000 gouaches. Et puis à la fin des années 80, après la mort de Dubuffet, l'art brut va subir de nouveau le rejet de l'art contemporain officiel, élitiste et hyper intellectualisé. L'art brut apparaît finalement comme quelque chose de très populaire en comparaison. Et par respect pour Dubuffet, il semble trop irrespectueux de chercher à introduire cet art dans le circuit commercial. L'art brut conserve alors un statut tout à fait particulier, à part du monde de l'art. Aborder l'art brut, c'est refuser une approche trop intellectualisante, analytique. C'est plutôt un rapport intuitif, empathique, qu'il faudrait entretenir avec lui. C'est un art spontané, non savant, un art de pur instinct, un art de l'individu et de la table rase. Je crois fausses les idées, cependant fort répandues, et selon lesquelles de rares hommes, marqués par le destin, auraient le privilège d'un monde intérieur qui vaille la peine de l'extérioriser. Ce n'est pas le pouvoir d'invention personnel qui manque. Il est la denrée la plus répandue du monde, partout où il y a de l'homme. Ce qui manque à chacun qui veut faire de l'art, c'est premièrement d'y faire appel. C'est en second lieu de savoir disposer les voix pour qu'ils se manifestent sans réfraction. Ce n'est pas la musique qui manque jamais ou qui n'est pas bonne, c'est la flûte. J'aimerais faire un petit bémol à l'entreprise de Jean Dubuffet, une petite critique, en utilisant non pas les arguments de mes amis pérennialistes ou mes amis guénolâtres invétérés, comprenant pas la poésie subtile que peuvent laisser transparaître des œuvres d'art ou de création brute. C'est le gros problème des tradis, c'est toujours, voilà, bon, ils sont un peu non seulement coincés de la braguette, bon ça c'est peut-être moi qui ai un vice, je sais pas, ils ont aussi l'esprit bien coince-coince, quoi. Mais contrairement aux gauchistes libertaires, loin l'idée de voir en moi un pourfendeur du passé aux lueurs de la pensée contemporaine. Soyons beaucoup plus fins, en tout cas je vais l'essayer. Donc je vais faire une critique de Dubuffet, indépendamment de l'esthétique qu'on aime ou on n'aime pas ce qu'il a fait. De dessiner comme un gosse alors que t'as passé 40 piges, bref, je vois, t'es même pas obligé d'être guénonien pour pas kiffer puis voir que c'est de la postmodernité ou c'est déjà, d'une certaine façon, du Kali-Yuga. Non, je vais pointer quelque chose qui, malgré toute la bonne volonté de Dubuffet, il y a un petit couac. Mais personnellement, je lui pardonne à tout niveau. Sa volonté permanente de lutte contre l'étouffoir de l'art bourgeois et de la culture avec un grand C, l'art des avant-gardes, d'ailleurs aussi bien que l'art académique. Ce que Dubuffet appelait l'art culturel, un concept qui a beaucoup plus vieilli que celui d'art brut et qui paraît même ringard aujourd'hui, puisque l'anthropologie nous a appris que tout est culture et qu'il n'y a donc jamais d'art sans référence culturelle, d'une manière ou d'une autre. En remettant l'art brut dans l'histoire générale, on corrige ce gauchisme, on empêche l'art brut d'apparaître comme une entité coupée de tout contexte,
façon dont on s'est obstiné à le présenter pendant longtemps, par une sorte d'idéologie utopiste qui n'est sans doute qu'un avatar contemporain d'un mythe du bon sauvage. Au niveau technique, les peintres naïfs, les créateurs d'art brut ou les outsiders contemporains n'ont pas de maîtrise professionnelle des moyens d'expression, dessin, peinture, sculpture, etc. Ils sont par exemple incapables de dessiner au sens réaliste ou photographique du terme. Mais au lieu d'essayer maladroitement de le faire, comme la plupart des artistes amateurs, ils inventent des moyens simplifiés, bien à eux, qui vont droit au but. Et ils réussissent, si l'on peut dire, à cultiver leur handicap pour en faire un style original. Car la différence entre un mauvais artiste et un vrai créateur, ce n'est pas la maladresse technique. Les virtuoses ne sont pas nécessairement intéressants, et les génies peuvent être maladroits. C'est l'hésitation. Même s'ils ne savent pas toujours où leur travail peut les conduire, les créateurs authentiques hésitent rarement. Ils travaillent naturellement, parfois dans l'urgence, et c'est ce qui fait la force de leur art. Mais il existe une différence culturelle, dont on n'est, semble-t-il, pas assez conscient en général. Opposer art brut à ce qu'il appelait l'art culturel, l'art dominant, c'est-à-dire la grande culture des musées, des écoles d'art et des cénacles artistiques, avant-garde y compris, le mot est malheureux, car l'art brut, comme l'art naïf ou singulier, n'a jamais été dépourvu de culture. Mais il a sa propre culture, qui n'est pas la culture artistique et scientifique du système scolaire et des universités, ni celle des modèles académiques de l'establishment des classes supérieures. En gros, Dubuffet, il était peut-être très cultivé, mais il a complètement loupé le virage de l'anthropologie. Il a, comme je vous l'ai dit, fabulé un artiste bon sauvage. Et on pourrait dire que tous les artistes d'art brut ont une forme de culture plus populaire, inspirée aujourd'hui par l'univers des mass médias, comme elle était autrefois par les légendes, les superstitions et la transmission de bouche à oreille. Et c'est ce mélange de croyances, d'opinions, de connaissances vulgarisées et d'imaginaire qui est toujours l'apanage de sans doute 80% de la population. L'art outsider n'est donc pas un art en dehors de la culture, c'est le mode acculturé de transformation et de renaissance d'une nouvelle culture populaire, inventive dans la civilisation post-agricole. L'artiste ne crée pas ex nihilo. Tout artiste a une culture, aussi pauvre, aussi prolo, aussi lamentable soit-elle. Il n'y a pas d'artiste brut qui fait de l'art naturel, pur, sans influence extérieure. Vous m'avez compris. Je pense que Dubuffet était parfaitement conscient, a posteriori, de cette erreur, de ce manque de discernement anthropologique. Mais voilà, les bases étaient là et il ne pouvait plus venir en arrière. Il s'est trouvé en fait un peu auto-piégé par son concept, par son système. Bon, ça c'était ma petite critique de Jean Dubuffet. Et vu que j'ai creusé une petite critique, là, autant faire un tunnel. Mais cette fois pour apporter d'autres pistes, un petit peu plus mysticosphériques. À l'époque romantique, prélude nocturne de la civilisation moderne, on distinguait couramment pour les dons artistiques, talent et génie, le talent, une aptitude ou une disposition technique souvent familiale, donc peut-être en partie héréditaire, mais susceptible d'être cultivé par le travail et la discipline. Et le talent, ça s'apprend. Tandis que le génie, sans doute inné, est d'origine aussi mystérieuse que l'inspiration chez les Grecs et apparaît comme un phénomène beaucoup plus rare et complexe, mettant en jeu l'ensemble de la personnalité. Une œuvre créatrice géniale est habitée, traversée par quelque chose qui la transporte. Elle va plus loin que le simple talent sans vision qui ne mène au mieux qu'à la virtuosité. Or, une distinction aussi élémentaire et qui subsiste aujourd'hui dans la pensée courante n'a plus aucune validité ni en psychologie ni dans les sciences sociales, où il serait pourtant utile de lui chercher de nouveaux fondements. Va parler de génie créateur avec des sociologues ou des psychiatres. Ou pire, des psychologues. Et je finirai là-dessus les amis. L'enjeu de l'art actuel n'est plus de cultiver la rébellion et le blasphème, mais de revenir à la mesure de la modération. Comme au temps où la culture démesurée des Égyptiens a succédé l'ordre et l'équilibre des Grecs. La clarté et le bon sens, le beau, l'harmonie, le durable, le respect de la vie, de la nature et des personnes humaines ne sont pas des notions obsolètes ni détestables, mais des notions d'avenir indispensables à la survie de l'humanité. C'est des thèmes un peu bateaux, mais si vous regardez bien, c'est des thèmes très récurrents dans l'art brut. Ce sont des thèmes qui sont totalement évités dans l'art contemporain. Donc nous avons bien deux conceptions de l'art aujourd'hui qui sont en concurrence, ou bien l'art comme un reflet du non-sens et du désespoir généré par le chaos ambiant, ou bien l'art comme une lumière dans la nuit et germe d'un nouvel espoir pour les générations futures. Car la création est aussi de manière indirecte une forme d'engagement. Elle joue un rôle essentiel dans le grand combat
pour empêcher le mal de triompher définitivement et pour transmettre à la postérité un message d'élévation et non de déchéance. Ce qui a permis l'écriture de cet épisode entre Mondamalin et moi, c'est les travaux de Laurent Danchin. Je l'ai cité précédemment. Il faut savoir que Laurent Danchin a écrit beaucoup d'articles et plusieurs livres, mais c'est avant tout un homme de l'oral, un improvisateur qui réinvente constamment ses morceaux de bravoure et retravaille ses obsessions en des variations éblouissantes. Incoercible bavard, diront les ouïes mesquines, les êtres de petite écoute. Les autres se régaleront, car Laurent se met tout entier dans ses mots, tout vif, tout cru. Il parle toujours à bout portant, rien de gratuit chez lui, rien de luxueux. La richesse d'une parole directe et des anecdotes et des souvenirs. Les paradoxes de la pensée et des aveux du cœur se mêlent, profonds, cocasses. Laurent Danchin nous offre, à travers ses bouquins et ses vidéos, le bilan d'une vie, le meilleur de son expérience. On y retrouve le professeur, le conférencier, le lecteur et l'écrivain, le polémiste et l'ami de la sagesse, le découvreur d'artistes et l'homme curieux de tout. Je me suis amusé à lire toute son œuvre et c'est vraiment un amusement car j'ai ri, j'ai pleuré de joie. C'est extraordinaire ce travail. Je vous conseille de lire tous les ouvrages de Laurent. En revenant sur son parcours, en nous entraînant sur ses chemins, Laurent n'en finit pas de questionner le monde et de nous inviter à le réparer. À travers les cieux, l'espace et le temps, un apocadrille, mandrille. Contre lui la gauche, les pièges